Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous voir toujours aussi nombreux pour ces soirées de l'Unipop Histoire. Ce soir, nous sommes là pour traiter d'un sujet assez sensible, dirions-nous, à la croisée de l'histoire de la criminalité, de l'histoire de la sexualité et celle de la famille. Notre invité nous propose de relever et d'analyser les multiples variations de l'inceste depuis la veille de la Révolution française jusqu'au XXe siècle, pour montrer la manière dont le crime d'inceste d'Ancien Régime a été reformulé comme une violence sexuelle associée au tabou et à la pauvreté à l'époque contemporaine. Et j'invite donc à me rejoindre Fabienne Giuliani, voilà, qui est donc docteur en histoire contemporaine, qui a enseigné l'histoire et qui va à nouveau enseigner l'histoire-géographie. Elle est également rattachée à l'Agence nationale de recherche d'Hervey, qui veut dire entendre et restituer les violences incestueuses. Donc ces travaux, vous l'aurez compris, portent sur la question des normes parentales, familiales, sexuelles, judiciaires, politiques, médicales, vous le verrez, et de leur diffusion au sein de la société française, pourquoi pas, dans une perspective d'histoire sociale. Donc je vous invite à prendre place. Merci encore d'être avec nous ce soir. Alors, Fabienne Giuliani est l'auteur d'un livre, en fait, tiré de sa thèse sous la direction de Dominique Khalifa, qui s'appelle donc Les liaisons interdites, histoire de l'inceste au XIXe siècle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, pardon. Et d'abord, un grand merci aux équipes de l'Unipop Histoire pour cette invitation à venir partager avec vous mon travail de recherche. En guise de préambule, peut-être, je rappellerai que si l'inceste est aujourd'hui regardé dans notre société comme une violence sexuelle commise sur un enfant à l'intérieur du cercle familial, cette approche de l'inceste, justement comme une forme de violence, est en réalité assez récente dans nos sociétés, dans notre société française. En effet, jusqu'à la Révolution française et la promulgation du premier code pénal en 1791, l'inceste n'est pas une violence, c'est un crime qui touche l'ensemble de la parenté. Il n'est donc pas conçu comme une criminalité sexuelle particulièrement violente, assimilée au viol, mais bien comme une sexualité interdite pour des raisons morales ou religieuses. C'est cet inceste que vous pouvez voir décliné dans le film Julien et Marguerite, notamment de Valérie Donzelli. Donc cet inceste criminel de l'Ancien Régime est décriminalisé en 1791 et il disparaît complètement de la législation pénale française jusqu'en 1810 où, sous l'Empire napoléonien, un nouveau code pénal est promulgué. Ce code pénal, je vous le rappelle quand même, est celui qui est resté en vigueur en France jusqu'en 1994. Et c'est à cette occasion, en 1810, que l'inceste est redéfini au niveau pénal et devient une violence sexuelle aggravée sur un mineur par la circonstance de l'autorité ou de l'ascendance. Cette acception, cette définition-là de l'inceste est celle que vous avez vue notamment dans le film Festen de Thomas Vinterberg. Donc ces deux définitions de l'inceste, l'une qui consiste à considérer l'inceste comme une sexualité, interdite certes, mais une sexualité interdite au sein du couple, et l'autre définition qui consiste à le regarder comme une violence sexuelle sur enfant, coexistent, il me semble, en tout cas encore aujourd'hui dans notre société contemporaine, et entretiennent une confusion quant au crime. Cela se retrouve, je voulais vous faire un petit point, cela se retrouve d'une certaine manière dans les travaux des chercheurs, puisque les premiers travaux de recherche qu'on a sur l'inceste, donc c'est ce que vous pouvez voir ici, je vous ai mis une petite bibliographie. Les premiers travaux de recherche sur l'inceste sont le fait des anthropologues qui, dans les 30 dernières années du 19e siècle, vont se pencher sur ce phénomène, mais justement, ils se penchent sur l'inceste comme forme de sexualité. Donc les premiers travaux qui sont produits sur l'inceste s'attachent à comprendre pourquoi cette forme de sexualité est interdite au sein de la parenté. L'ouvrage fondateur, c'est celui de McLennan, que vous voyez en premier, qui paraît en 1865. Ce sont des travaux qui nous viennent majoritairement d'abord de l'ère anglo-saxonne, Canada ou États-Unis.
Et donc, ces premiers travaux qui questionnent le fondement du tabou, de l'interdit de l'inceste, sont ceux certainement que l'on connaît le mieux. Pour la France, ils ont été poursuivis à la fin du XIXe siècle par l'article d'Émile Durkheim, La prohibition de l'inceste et ses origines, qui est le premier article de langue française à s'interroger sur l'interdit de l'inceste. Et plus proche de nous, ces travaux, recherchant toujours les origines des interdits de cette sexualité, ont été poursuivis par Claude Lévi-Strauss en 1949 dans les structures élémentaires de la parenté, où lui, il définit que l'interdit de l'inceste est un interdit qui ne varie pas et qui permet de structurer la société en distinguant la nature et la culture. Et c'est dans la continuité de Lévi-Strauss qu'on peut citer les derniers travaux de Françoise Héritier, qui poursuit cette approche structuraliste de l'inceste dans son ouvrage « Les deux sœurs et leur mère » paru en 1994. Donc c'est d'abord cette forme d'inceste qui a été l'objet de recherches scientifiques. Et la deuxième définition de l'inceste, donc celle que je vous présentais, celle qui consiste à penser l'inceste comme une forme de violence sexuelle, elle a été l'objet de l'attention des chercheurs beaucoup plus récemment. C'est ce que vous pouvez voir ici. On peut même la dater très précisément dans un contexte, puisque c'est sous l'impulsion des travaux des féministes américaines que cette question de la violence incestueuse a été abordée. À l'époque, vous pouvez peut-être un petit peu le voir dans les titres, d'ailleurs, les études se focalisent uniquement sur une seule forme, même de violence incestueuse, en lien avec la question de la domination masculine, c'est-à-dire les violences sexuelles perpétrées par les pères sur leurs filles. L'article fondateur en recherche dans ce domaine-là de la recherche, il date de 1977. Vous voyez que ça vient, enfin, vous vous doutez peut-être encore que ça vient de nouveau du monde anglo-saxon, Canada et États-Unis, ce secteur de recherche. Pour vous citer un peu Judith Herman et Lisa Hirschman et vous montrer que ça vient du militantisme féministe, ces travaux de recherche sur la violence incestueuse, toutes les deux estiment que, je les cite, plus le degré de domination masculine est élevé dans une culture, plus la probabilité d'inceste est importante. Dans les années 1980, Linda Gordon, elle poursuit cette lecture féministe de l'inceste. C'est la première historienne, en tout cas à ma connaissance, qui s'attache à retracer l'histoire de l'inceste au travers des sources de la protection de l'enfance de la ville de Boston. Et c'est aussi dans la lignée de ces travaux anglo-saxons que les premières études chiffrées sur les violences incestueuses sont produites autour des années 70, d'abord dans l'espace nord-américain, puis ensuite dans l'espace européen. Pour l'espace européen et pour la France plus particulièrement, on peut citer dans les années 90 l'émergence du concept de genre, qui permet de penser la différence de construction entre les catégories du féminin et du masculin, et qui va être utilisé par Anne-Marie Sonn pour dresser un premier profil des pères incestueux en France. C'est le 3e article que vous voyez dans la ligne. Je dirais, pour conclure un peu cette partie sur la présentation de l'état de la recherche, que depuis les années 2010, la recherche en sciences sociales sur l'inceste s'est un peu élargie. Elle a un peu essayé de se sortir de ces catégories de genre et de domination masculine pour replacer l'inceste à l'intersection de tous les champs d'études sociales. Je peux vous citer les travaux de Didier Lett, qui est un historien médiéviste et qui vient d'ailleurs de publier un très récent ouvrage sur la pédocriminalité à Bologne au Moyen-Âge et qui a beaucoup travaillé sur l'inceste, ou encore les travaux de Léonore Lequesne et Dorothée Ducy, qui en anthropologie ont aussi contribué à renouveler les problématiques et les approches contemporaines de l'inceste, justement en les décentrant de la seule question de la domination masculine. Pour terminer quand même ce petit tour de l'état de la recherche, je voudrais vous préciser que toutes les études chiffrées sur les violences incestueuses en France nous sont d'abord venues des associations et pas des chercheurs, puisque la première étude chiffrée sur les violences incestueuses date des années 2000. Elle a été produite par l'Association internationale des victimes d'inceste, qui aujourd'hui s'appelle Face à l'inceste, qui a été renommée. Et ce n'est qu'après ces publications des secteurs associatifs que les premières enquêtes institutionnelles commandées par l'État français sur la question de ces violences ont pu être publiées. Je pense notamment dans les années 2001 à l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes ou à la récente enquête Virage qui a été coordonnée par l'INED. Donc
ces deux définitions de l'inceste dont je vous parle depuis le début et ces deux approches distinctes dans la recherche entretiennent une confusion quant aux manières d'approcher ce crime dans la société. Son absence de définition juridique, puisque je rappelle que l'inceste n'est pas inscrit nommément dans le Code pénal français, son absence de définition juridique précise rend également l'approche de cette forme de criminalité compliquée, chacun ayant un peu son idée, sa définition de l'inceste. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que l'inceste et comment vais-je l'approcher et l'aborder avec vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais davantage me focaliser sur les criminalités incestueuses, c'est-à-dire sur les formes de violence sexuelle, appelées viol, attentat à la pudeur avant 1994, qu'on en appelle l'attentat à la pudeur ayant été remplacé par l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle aujourd'hui. Donc des formes de criminalité initiées par un membre de la parenté sur un autre membre de la parenté. Cette forme d'inceste, vous l'avez un petit peu vu aussi dans la bibliographie que je vous ai montrée, est souvent présentée comme une violence de genre et une violence générationnelle, c'est-à-dire une violence qui serait commise davantage par les aînés sur les cadets, c'est-à-dire un crime généralement commis par des pères sur leurs enfants. Donc si la dimension du genre et l'emprise du masculin, elle est indéniable dans l'inceste, et si effectivement la majorité des violences sont commises par des aînés sur des cadets, dans la définition, je dirais quand même que cette approche nécessite d'être complétée pour pouvoir de manière satisfaisante appréhender justement toute la complexité des violences et de la criminalité incestueuse. Je vais citer Judith Butler, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui rappelle que l'inceste n'est pas simplement une sexualité imposée unilatéralement par un adulte, c'est d'abord l'exploitation et l'abus de l'amour d'un enfant, un amour nécessaire à son existence. C'est pourquoi il me semble qu'il faut aussi toujours prendre en considération la dimension affective de l'inceste. C'est d'abord une violence affective, l'inceste, qui se produit dans un cadre spécifique également, qui est celui de l'intimité familiale et du foyer. L'intimité, le foyer, un espace où les émotions vivent et s'expriment entre les différents membres de la famille. Dans cette acception, j'aborde donc plutôt la criminalité incestueuse comme une violence du lien affectif initié par quelqu'un que vous aimez ou que vos proches aiment. Cette approche, elle est selon moi essentielle pour lire la multiplicité des variables à l'œuvre dans les violences incestueuses. L'inceste n'est pas un crime commis uniquement par des aînés sur leurs cadets, il est aussi parfois une violence exercée par des plus jeunes sur des plus âgés, notamment au sein de la fratrie. Et de la même manière, il peut aussi être parfois une forme de criminalité commise par des femmes, des mères ou des sœurs à l'égard d'autres membres de leur parenté. Pour terminer cette longue introduction, j'en ai conscience, pour terminer cette longue introduction qui me permet ce montant de poser un certain nombre de jalons nécessaires en avant-propos, comment finalement les historiens peuvent-ils travailler sur ces formes de criminalité ? Comment moi j'ai travaillé pour pouvoir vous parler aujourd'hui de tout cela ? Peut-être, malgré les apparences, je voudrais d'abord dire que les sources sont très nombreuses au XVIIIe, au XIXe, comme au XXe siècle, qui sont les 3 siècles que je vais aborder avec vous. Pour approcher les représentations de l'inceste, c'est-à-dire la manière dont les contemporains du crime le pensent et se le représentent, ce crime, les historiens ont à leur disposition tous les travaux produits par les élites. Pourquoi les élites ? Parce qu'au XVIIIe, XIXe et encore sur une partie du XXe siècle, ce sont celles qui peuvent écrire, tout simplement. Donc, quand on est historien, on travaille sur les débats parlementaires qui sont tous conservés et même accessibles entièrement en ligne depuis le site de la BNF, sur les débats parlementaires qui nous permettent de comprendre ce qui a agité les députés, qui sont ceux qui votent et discutent les lois de notre pays. On a aussi les discours produits par les élites judiciaires qui produisent les travaux de doctrine expliquant les fondements de la loi. On peut aussi s'appuyer sur les travaux médicaux, puisque surtout à partir du XIXe siècle, la médecine se constitue, et notamment la médecine légale se constitue en corps de profession, et de nombreux ouvrages spécialisés sont publiés à partir du XIXe siècle sur cette question. On peut aussi aller lire les sources littéraires, les romans, nombreux, puis au XXe siècle, la cinématographie, qui traite aussi de cette question de l'inceste. Et on peut enfin s'appuyer sur la presse qui prend son essor à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Tous ces discours, vous l'aurez compris, sont ceux qui nous donnent accès
à la représentation, à la vision que nos ancêtres avaient de cette criminalité, et qui sont ceux aussi qui avaient la capacité de les diffuser dans la société à travers l'espace public. Pour approcher encore plus finement cette question de la criminalité incestueuse et de la manière dont on les conçoit, soit sous l'Ancien Régime, soit à l'époque contemporaine, on dispose aussi en histoire de toutes les sources judiciaires qui sont conservées au sein de toutes les archives départementales françaises. Elles sont en accès libre, elles sont gratuites. Et donc pour l'Ancien Régime, et elles sont surtout extrêmement bien conservées. Pour l'Ancien Régime, nous disposons par exemple, pour le XVIIIe siècle, de l'intégralité des procès qui ont été traités en appel par le Parlement de Paris qui couvre les 2/3 du territoire actuel. Ou pour l'époque contemporaine, chacun d'entre nous peut aller, pour le XIXe siècle en tout cas, dans les séries U qui sont conservées aux archives départementales et qui abritent les dossiers de procédure de cour d'assises sur lesquels je vais aujourd'hui beaucoup m'appuyer pour vous parler. Petite précision, après 1945, les sources judiciaires deviennent la série W. Elles sont aussi conservées aux archives départementales, mais comme le Code du patrimoine interdit de parler de données sensibles pendant une durée de 100 ans, tous les procès dont je parlerai pour le XXe siècle ont été anonymisés. Ces archives judiciaires, elles sont une source précieuse, car elles nous permettent de comprendre les représentations, bien sûr, des criminalités, mais elles nous permettent aussi d'entrer dans la pratique des magistrats qui interprètent la loi et qui répriment également. Mais ces sources, elles nous permettent aussi, en tant qu'historiens, de rentrer un petit peu plus dans l'intimité des foyers français qui nous sont difficilement accessibles, surtout ceux des milieux populaires, puisque dans ces dossiers de procédure, vous trouvez des photos, vous trouvez des lettres qui sont saisies par la justice, vous trouvez des objets, et puis vous avez un nombre très important de témoins qui vient parler de sa vie quotidienne au juge d'instruction et qui nous permettent un petit peu, dans une certaine mesure en tout cas, d'entrer un petit peu plus dans les émotions et les intimités des personnes concernées par ces violences. Quoi qu'il en soit, j'ai pu étudier et croiser, comme on dit en langage historique, ces sources dans le cadre de ma recherche. Je vais donc vous présenter aujourd'hui le fruit de mon travail, qui a été d'abord initié dans le cadre de ma thèse qui portait uniquement sur le XIXe siècle. Travaux que j'ai pu élargir donc en intégrant l'Agence nationale de recherche d'Hervey au XVIIIe et au XXe siècle. Donc mon propos est aujourd'hui de vous retracer un peu le chemin parcouru par ces criminalités incestueuses depuis le XVIIIe siècle, où il était perçu comme une sexualité interdite, jusqu'à la fin des années 1980, où il est plutôt conçu comme une violence sexuelle commise par les ascendants. Donc, en toute logique, je vais axer mon propos chronologiquement, en distinguant 3 temps distincts de cette construction. Un premier temps qui serait marqué justement par l'ancien crime d'inceste jusqu'à la Révolution française, puis un deuxième temps marqué par le fait qu'à partir de 1810, l'inceste perd son nom dans le code pénal, mais en même temps y est redéfini. Et on verra en dernière partie, surtout on se concentrera sur le XXe siècle, que j'ai appelé le fantôme d'inceste, parce que c'est là qu'il me semble que l'occultation des violences incestueuses est la plus importante. Donc commençons par un petit plongeon dans l'Ancien Régime. Alors, pour peut-être vous le redire, sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de code pénal. Il y a un ensemble de législations qui peuvent être issues du droit criminel comme du droit canonique, qui sont parfois issues des coutumes. Donc, il n'y a pas de codification qui nous permette de voir avec beaucoup d'assurance ce qui était vraiment pensé dans la doctrine, puisqu'elle n'est pas unifiée à cette époque-là. L'inceste, cependant, avant 1791, donc, n'est pas conçu comme une violence, encore moins comme une violence sur des enfants, mais c'est bien conçu comme une sexualité criminelle. Alors comment on peut le savoir ? On peut le savoir quand même parce qu'il existe de très nombreux traités criminels sous l'Ancien Régime. Et tous ces traités criminels nous disent quoi ? Ils nous disent que l'inceste est un crime de luxure. Donc c'est un crime de luxure au même titre, je vous les cite, que l'adultère, la bigamie, la polygamie, la fornication, le concubinage, le macrélage, le rapt, la sodomie, la bestialité, le viol et le stupre. Donc le crime d'inceste
si j'insiste pour vous dire que c'est un crime de luxure, s'il est classifié comme un crime de luxure, c'est que sous l'Ancien Régime, le crime d'inceste désigne surtout une forme de sexualité qui est criminelle parce qu'elle se passe tout simplement en dehors du mariage, parce qu'elle est extra-matrimoniale. Si on se penche un petit peu plus, alors là, vous avez un extrait de ce que nous dit le criminaliste Pierre-François Muillard de Vouglan, qui est le grand criminaliste du XVIIIe siècle et qui exprime la doxa pénale de son temps. Et justement, lui, il va nous distinguer 4 types d'inceste. Et ces 4 types d'inceste que vous avez derrière moi, que vous voyez sur l'écran, sont classés en fonction de leur gravité. Donc le plus grave des incestes, c'est l'inceste qui se commet dans la parenté directe, c'est-à-dire dans la ligne ascendante, sans limite de degré, entre parents, grands-parents et enfants. C'est le crime le plus grave parce que les liens de parenté sont les plus proches, et donc l'inceste est puni de la mort par le bûcher vif, ce qui est la peine capitale. Il y a des gradations à l'intérieur des peines capitales sous l'Ancien Régime, ce qui est l'une des peines capitales les plus graves sous l'Ancien Régime. Mais l'inceste peut être aussi un inceste commis en ligne collatérale ou dans l'alliance. Donc là, on est vraiment sur les côtés de la ligne familiale, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les cousins, les oncles et les tantes, qui sont aussi des collatéraux. Et là, de nouveau, la justice d'Ancien Régime ne va pas juger de la même manière le couple incestueux selon le degré de parenté qui le sépare. C'est-à-dire que si on est cousin, on va être puni de bannissement. Par contre, si on est frères et sœurs, comme Julien et Marguerite de Ravalais, on risque la peine capitale étant un peu moins importante pour les frères et sœurs, puisqu'ils sont punis seulement de la décapitation et non pas du bûcher vif. Voilà. Ce qui est une forme d'indulgence pour l'Ancien Régime, je tiens à le préciser. Le troisième type d'inceste, c'est l'inceste spirituel. C'est peut-être celui qui est le plus éloigné de nous aujourd'hui, l'inceste spirituel, puisqu'il y avait l'idée qu'il existait une parenté spirituelle entre un confesseur et sa pénitente. Ça ne concerne que les confesseurs et leurs pénitentes. Et cet inceste spirituel est un petit peu moins grave. Il est tout de même puni de la peine du bannissement, toujours sous l'Ancien Régime. Et enfin, le dernier type d'inceste, qui est aussi celui qu'étudiait Françoise Héritier dans son ouvrage, et qu'elle appelle, elle, l'inceste de deuxième type, c'est l'inceste par contact. C'est-à-dire que si vous êtes membre d'une même famille et que vous avez un partenaire sexuel en commun, eh bien dans ce cas-là, ce partenaire fait contact et vous êtes dans l'inceste. Je vous cite Muillard de Vouglan qui dit « Celui ou celle qui connaît charnellement la mère et la fille, le père et le fils, ou les deux sœurs, est puni du bannissement à temps. » Donc vous voyez que l'inceste sous l'Ancien Régime se décline de manière multiple. C'est vraiment, on est vraiment dans un crime qui est commis parce que ce sont des parents non mariés entre eux qui commettent cette criminalité-là. Et il faut bien faire la distinction parce que l'Ancien Régime connaît également le crime de viol. Or, si vous regardez les sources judiciaires, vous avez les affaires de viol et vous avez les affaires d'inceste. Dans la plupart du temps, les deux catégories criminelles ne se touchent pas sous l'Ancien Régime. Je voulais vous montrer un exemple, justement, puisque dans mon corpus d'études, il n'existe qu'une seule affaire d'inceste qui est incriminée sous le titre de viol. Et donc voilà. Alors, je vous la montre, je vous montre l'extrait et après je vous explique. En fait, en 1730, dans un procès criminel instruit à Montfort-l'Amaury, en première instance, un certain Étienne Trémouille est co-accusé d'inceste avec sa fille, âgée de 3 ans. Donc, il faut savoir qu'à partir du moment où l'inceste n'est pas considéré comme une violence, sous l'Ancien Régime, je reviendrai un peu là-dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas d'agresseur et qu'il n'y a pas de victime. Ça veut dire que c'est le couple incestueux qui est présenté et condamné devant la justice. Mais quand même, vous allez voir que la justice d'Ancien Régime ne condamne pas la petite fille de 3 ans. Parce que justement, donc, cet Étienne Trémouille est accusé au début d'inceste avec sa petite fille âgée de 3 ans, qui est donc écrouée à ses côtés. Mais, fait rare dans les cas d'inceste à cette époque, la petite fille, le juge du XVIIIe siècle, ordonne une expertise médicale sur la petite fille.
Or, cette expertise médicale dont vous avez ici un extrait, donc là vous avez la première page du rapport, on les appelle les chirurgiens au XVIIIe siècle, ce ne sont pas des médecins légistes encore, ce sont des chirurgiens, qui est amené à expertiser la petite fille qui est présentée avec sa mère au chirurgien. Alors là vous avez l'extrait, et justement, que dit l'expertise médicale ? L'expertise médicale dit que l'enfant a été, c'est surtout à la fin, a été victime d'une action de viol dont la trace peut être aisément confondue avec les effets de quelques coups, et le médecin constate un déchirement complet de tout l'espace qui est entre les lèvres et la matrice et le fondement. Donc en fait, cette affaire est la seule de mon corpus qui va être requalifiée en viol, parce que justement l'expertise du chirurgien montre des séquelles et des blessures très graves chez cette petite fille de 3 ans. Et c'est cette constatation de la violence qui va faire sortir cette affaire d'inceste de la sphère incestueuse et qui va la ramener dans la sphère du viol. Donc, dès lors, l'affaire est requalifiée en viol avec comme circonstance aggravante le fait qu'Étienne Trémouille est le père de la petite fille. Et justement, il a été, quand même pour vous donner la fin de l'histoire, il a été puni à une peine exemplaire puisque le père a été puni au bûcher vif. Mais cette affaire, justement, elle est un cas rare. C'est pour cette raison que je vous la montrais. Dans la grande majorité des affaires de crimes d'inceste conservées aux Archives nationales de France, le vocabulaire employé par les magistrats pour incriminer l'inceste élude toujours la circonstance de la violence. Aux côtés notamment des accusations de crimes d'inceste, que relève-t-on comme vocabulaire ? Les magistrats, généralement, utilisent des formules relatives aux crimes de mœurs. Par exemple, plutôt que de parler de crimes d'inceste, ils parlent de débauche, séduction incestueuse, commerce incestueux, mauvais commerce. Donc, sans mention de violence, la qualification pénale, c'est ce que je vous disais, ne distingue pas un agresseur et une victime, la notion de victime n'existant pas telle que nous l'entendons, nous, au XVIIIe siècle, et confond dans une même culpabilité et donc dans une même punition les auteurs du commerce incestueux. C'est pour ça que si vous regardez les procès du XVIIIe siècle, vous avez quasiment à part égale des condamnés, pour une moitié des hommes, pour une moitié des femmes. Alors, en l'absence de constatation concrète ou même de lien de violence entre l'inceste avec l'inceste sous l'Ancien Régime, vous allez me dire comment la justice fait pour réprimer, sur quelles preuves se base-t-elle au XVIIIe siècle ? Bien, elle se tourne vers des modes d'administration de la preuve qui sont principalement liés à la qualité ou à la condition de ce qu'on appelle les prévenus. C'est-à-dire que pour un homme, ce qui va aggraver ou au contraire améliorer son cas, si je peux dire comme ça, on va regarder son âge, son sexe, sa bonne réputation, ses bonnes mœurs, si vous voulez, ou sa bonne conduite, qui sont des éléments essentiels dans l'appréciation du crime. On va regarder également s'il est impie, s'il a des habitudes d'ivrognerie, tout cela constituant un faisceau d'indices que la justice utilise pour décider de condamner ou de ne pas condamner un homme pour crime d'inceste. Donc on va aller regarder ses bonnes mœurs. Pour les femmes, par contre, qui sont elles aussi co-accusées d'inceste aux côtés de ces hommes, la justice se tourne vers d'autres modes d'administration de la preuve. Elle va d'abord rechercher chez les jeunes femmes et chez les femmes l'ignorance du sexe. C'est-à-dire que pour établir la bonne moralité d'une victime, il faut en établir l'innocence et il faut quand même qu'elle ait été séduite ou forcée. Donc, les magistrats vont rechercher notamment l'ingénuité du vocabulaire des petites et des jeunes filles et vont les transcrire avec exactitude dans leurs procès-verbaux, car ce sont, selon eux, la preuve de l'ignorance des choses du sexe que l'inceste, c'est bien, ou la non-ignorance des choses des sexes, je devrais dire, sont considérées comme la preuve que l'inceste s'est produit ou ne s'est pas produit. Pour terminer sur ce petit tour d'horizon du XVIIIe siècle, si vous ne l'avez pas compris, je vous le redis, parce que je ne l'ai pas dit de manière explicite, mais la criminalité incestueuse au XVIIIe siècle est exclusivement considérée entre un homme et une femme. D'accord ? Et elle est uniquement ce qu'on appelle pénovaginale, c'est-à-dire que
Tout ce qui est lié à des pratiques sexuelles alternatives, fellation, masturbation, sodomie, ne peuvent pas rentrer dans la catégorie inceste. De la même manière, vous ne trouverez pas de victimes masculines d'inceste au XVIIIe siècle, puisque l'inceste ne peut être commis qu'entre un homme et une femme. Donc c'est ce crime d'inceste que je viens de vous présenter, qui est décriminalisé complètement en 1791. Alors, pourquoi en 1791 ? Donc en 1791, on est encore dans ce qu'on appelle la constituante de la Révolution française. Et les constituants ont notamment un objectif, c'est de rédiger et de promulguer le premier code pénal français. Et donc, ce code pénal, il est édicté dans ce qu'on appelle la philosophie utilitariste et positive du XVIIIe siècle. On veut, en 1791, créer un code pénal qui soit dénué de ses dimensions morales, arbitraires et religieuses. On veut aussi, bien évidemment, en faisant un code, rendre la loi accessible à tous et la rendre aussi égalitaire pour tous. Et dans cet ensemble de discussions, en 1791, les constituants décident de décriminaliser l'inceste. Il disparaît complètement du code pénal. Et pour le coup, on n'a pas tellement de sources en histoire qui nous expliquent pourquoi. Les travaux de la commission ont été perdus et cette décriminalisation de l'inceste ne suscite absolument aucun débat. On a les débats qu'ont suscité les dispositions législatives en 1791 et la décriminalisation de l'inceste ne suscite pas particulièrement de débat au sein du corps des constituants. Pourquoi ? Parce que les constituants, en fait, ont dépénalisé aux côtés de l'inceste tous les autres crimes de mœurs. Ils ont dépénalisé l'adultère, ils ont dépénalisé la sodomie, ils ont dépénalisé la bestialité, le concubinage, parce que, selon eux, cette forme de criminalité appartient à la sphère privée, dans laquelle il n'appartenait pas à l'État d'intervenir. À l'inverse, en 1791, est par contre inscrit le crime de viol, alors je vous l'ai mis là. Le code pénal de 1791 inscrit le crime de viol au travers des articles 29 et 30. Alors je vous l'ai dit, ce crime de viol, il n'a pas été créé par les révolutionnaires, il existait avant, mais eux ont contribué à le faire entrer dans le code pénal. Cependant, alors vous voyez, c'est un code pénal qui ne définit pas les infractions. Il définit les infractions par les peines. Le viol sera puni de 6 années de fer. Article 30, la peine sera portée à 12 ans lorsqu'il aura été commis sur une fille âgée de moins de 14 ans ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime. Donc en 1791, si les révolutionnaires font bien inscrire le crime de viol dans le code pénal, par contre, vous voyez que l'article 30 ne prévoit pas de circonstances aggravantes liées à la qualité de l'auteur, c'est-à-dire le fait qu'il soit un parent ou pas un parent. Il ne prévoit une circonstance aggravante que liée à l'âge de la fille ou au fait que les coupables soient réunis pour commettre ce crime. Donc, entre 1791 et 1810, la promulgation du nouveau code pénal de 1810, l'inceste disparaît complètement sous sa forme criminelle des archives françaises. Je n'ai jamais trouvé aucun procès d'inceste sur cette période, ce qui est logique étant donné qu'il n'apparaît plus dans le code pénal. L'inceste disparaît sous sa forme criminelle pendant la Révolution française, mais je vous mentionnerai quand même que l'inceste est un sujet très politique sous la Révolution française. Il a peut-être disparu dans sa forme criminelle, mais il est très politique parce qu'il y a quand même Marie-Antoinette s'est fait accuser d'inceste lors de son procès, même si ce n'est pas dans le code pénal. Et puis surtout, c'est un motif très récurrent de la littérature pornographique et des pamphlets pornographiques produits pendant la Révolution française, puisqu'on accuse beaucoup l'aristocratie de commettre l'inceste, et donc les pamphlétaires utilisent beaucoup l'inceste comme d'un argument politique contre leurs ennemis. Alors, je passe à ma deuxième partie. J'entre dans le 19e siècle désormais, pour vous dire que la promulgation du Code pénal en 1810, justement, permet de pallier ce silence de 19 années sur l'inceste, enfin ce silence judiciaire de 19 années sur l'inceste qui avait été initié par le Code pénal de 1791. Alors, après, j'en ai à peu près fini avec le droit, promis. Voilà comment l'inceste réapparaît. Alors déjà,
il ne réapparaît pas en étant nommé. Vous ne trouverez nulle part de 1810 à 1994 le mot inceste dans le code pénal. Il réapparaît furtivement. Il réapparaît au détour en fait d'une circonstance aggravante générale que vous ne voyez pas encore en fait, puisque c'est la page d'après. Circonstance aggravante générale des nouvelles catégories de criminalité sexuelle définies par le code pénal de 1810, donc le viol, le crime le plus grave dans l'échelle pénale française, qui, cependant, je le précise, ne peut être commis que par un homme sur une fille, du moins jusqu'en 1980. Il faut attendre 1980 pour que le viol puisse être commis par une personne de n'importe quel sexe sur une personne de n'importe quel sexe. Là, on est encore au 19e siècle. Le crime de viol ne peut concerner que des auteurs masculins et que des victimes féminines. Donc, le plus grave des crimes, le viol, et quand même, en 1810, sous l'Empire napoléonien, on va créer l'attentat à la pudeur avec violence, qui est à peu près sur la même échelle de gravité que le viol et qui permet, lui, de criminaliser toutes les autres formes de violence sexuelle. Donc celles commises sur des garçons, celles commises par des femmes, et celles qui ne consistent pas en une pénétration qui est indispensable pour utiliser légalement la catégorie de viol. Donc, et en 1810, l'inceste, il apparaît ici, à travers l'article 333. C'est furtif, mais il est là. Qu'est-ce que nous dit le Code pénal ? Il nous dit que tout viol ou tout attentat à la pudeur commis par une personne ayant autorité sur l'enfant est puni des travaux forcés à perpétuité. Alors, les travaux forcés à perpétuité, c'est la deuxième peine la plus grave avec la peine capitale. Peine capitale, travaux forcés à perpétuité. Cette notion d'autorité, elle est à mettre en lien avec le Code civil, qui a été promulgué quelques années avant. Le Code civil, il date de 1804. Et dans le Code civil, qui a été notamment rédigé sous l'autorité de Jean-Étienne Marie Portalis, il est expliqué quoi ? Je vous cite Portalis. Portalis, il dit que la famille est le sanctuaire des mœurs, sur lequel se bâtit l'avenir de la société. Et qu'est-ce que nous dit Portalis ? Il place à la tête de cette famille, c'est lui qui emploie ce terme, un magistrat. Et le magistrat de cette famille, c'est le père. Il a un rôle bien précis. Le père doit préserver sa famille de la corruption et doit préparer l'entrée en société de ses enfants. Pour pouvoir mener à bien son métier de magistrat, ce père se voit attribuer dans le Code civil de 1804 une puissance. Ce qu'on appelle, c'est le titre 9 du Code civil, on appelle ça la puissance paternelle. Et donc cette puissance qui est attribuée au père, elle justifie aussi en 1810 que lorsqu'ils deviennent des instruments de la corruption de leurs enfants, en les violant ou en attentant à leur pudeur, ils soient très sévèrement punis, puisque donc ils encourent les travaux forcés à perpétuité en cas de viol ou d'attentat à la pudeur avec violence. Donc cette autorité, je ne vais peut-être pas vous remettre tout, mais il y a l'autorité de droit, en droit français. Donc l'autorité de droit, c'est votre parenté légale, c'est-à-dire vos parents adoptifs, légitimes, naturels. Mais il existe aussi une notion qui s'appelle l'autorité de fait, qui va être travaillée tout au long du XIXe siècle et qui consiste à dire que même si vous n'avez pas de lien matrimonial ou de lien d'alliance directe avec votre enfant, vous pouvez quand même être considéré comme ayant une autorité sur lui. Alors, je parle de qui ? Je parle majoritairement des concubins ou des beaux-pères, qui vont être aussi, avec cette définition de l'autorité de fait, dès le XIXe siècle, happés dans cette circonstance aggravante de l'autorité de fait. Donc, auparavant sexualité criminelle d'un couple, l'inceste est redéfini en 1810 comme une violence corruptrice initiée par un protecteur sur son enfant. Alors pour autant, il faut rester dans la nuance. Ce n'est pas parce que le droit, au début du XIXe siècle, amorce un changement important que la vision de l'inceste de l'Ancien Régime a complètement disparu. Si on regarde dans les premières années du XIXe siècle, on voit encore des traces de cet inceste de l'Ancien Régime dans la société française. On le voit à travers plusieurs choses. Déjà à travers l'idée que l'inceste est contagieux, ce qui était aussi une notion du XVIIIe siècle. Et pour cette raison, dès le XIXe siècle,
quand ce code pénal est promulgué, il est pris la décision de juger toutes les affaires de criminalité incestueuse à huis clos. Ce qui va complètement à l'encontre de la justice qui est en train de se mettre en place en France, puisque les cours d'assises sont créées également en 1810, et le principe de la cour d'assises, c'est de rendre une justice publique, accessible à tous. Alors vous allez me dire, mais oui, il cherchait peut-être à protéger les mineurs, pas au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il est écrit dans la Constitution que les procès pouvant entraîner un danger pour l'ordre public et les mœurs ont lieu à huis clos. Donc l'inceste étant perçu comme particulièrement contagieux et dangereux pour les mœurs, tous les procès de cour d'assises pour inceste sont quasiment les seuls à être tenus à huis clos en France au XIXe siècle. Et ça, c'est encore quelque chose qui date de l'Ancien Régime, qui perdure au XIXe siècle. Deuxième chose qui perdure au XIXe siècle, c'est la vision de l'inceste comme une forme de sexualité criminelle dans un couple d'une même parenté. Et notamment, vous trouvez encore dans toute la première moitié du XIXe siècle de nombreux romans qui déclinent l'inceste entre frères et sœurs, particulièrement, dans une perspective romantique. Les écrivains romantiques ont beaucoup utilisé l'inceste comme motif, la passion amoureuse, l'amour impossible et destructeur, qui aboutit généralement à la mort symbolique ou réelle d'un de ses protagonistes. Je pense à la nouvelle Renée de Chateaubriand, qui fait le récit d'un frère et d'une sœur qui tentent de résister à leur attirance mutuelle. Je pense aussi à Victor Hugo, qui fait renaître en 1933 la famille Borgia, au travers du personnage de Lucrèce. Je pense aussi à l'histoire de Julien et Marguerite de Rabelais, qui trouve de nouvelles éditions au XIXe siècle, et qui permet de décliner ce motif incestueux entre adultes, aboutissant à du tragique. Ces représentations, donc, elles perdurent encore jusqu'à peu près la première moitié du XIXe siècle, mais elles s'effritent rapidement autour des années 1840, face à l'émergence d'un tout nouveau répertoire de la dangerosité qui associe de manière inédite, à partir de 1840, l'inceste à la pauvreté. Avant 1840, je vous l'ai dit, on associe plutôt l'inceste au milieu aristocratique, c'est presque un motif politique. Et à partir de 1840, émerge dans les discours français l'idée que l'inceste serait un crime relevant de la pauvreté. En 1840, dans son tableau de l'état physique et moral des ouvriers, Louis-René Villermé s'inquiète de la promiscuité dans laquelle vivent ces familles, invitant son lecteur, je le cite, à ne reculer devant aucun des mystères dégoûtants qui s'accomplissent sur ces couches impures au sein de l'obscurité et de l'ivresse. Alors pourquoi les années 1840 ? Parce que la France est en train de s'industrialiser très rapidement, les campagnes sont déjà un petit peu en train de se vider, et ces campagnes amènent dans les faubourgs des grandes villes qui sont en train de s'industrialiser françaises de nombreuses populations précaires qui vont chercher du travail comme manouvriers dans ces grands centres urbains. Ces populations, elles s'entassent littéralement dans des chambres uniques qu'elles partagent parfois à plusieurs familles. Et donc, à partir des années 1840, de nombreux médecins, qu'on appelle des enquêteurs sociaux, vont aller visiter ces nouvelles familles, qu'on appelle à l'époque les classes laborieuses, pour voir leur état de vie, pour voir leurs conditions de vie. Et ce sont eux qui, à partir des années 1840, vont tirer la sonnette d'alarme. C'est pour ça que je vous ai cité Louis-René Villermé en disant « Ces milieux populaires, attention, ils pratiquent l'inceste ». Ces travaux donnent naissance à un nouvel imaginaire, donc, qui lie l'inceste au monde ouvrier et qui lie l'inceste à une sexualité qui serait donc initiée par des pères pauvres, particulièrement dénaturés. Les travaux de Villermé sont prolongés tout au long du XIXe siècle par Blanqui, Michelet ou Leplé, qui ont tous les mêmes discours s'inquiétant des modes de vie populaires. Donc danger moral, contagieux dans la première moitié du XIXe siècle, puis social à partir des années 1840, l'inceste se part d'un nouveau visage encore à partir de la fin des années 1850, puisque le 19 avril 1856, Prosper Meunière, qui est directeur de l'Institut impérial des sourds-muets de Paris, prononce un discours devant l'Académie de médecine dans lequel
il s'inquiète pour la première fois d'une toute nouvelle théorie scientifique qui s'appelle la consanguinité. Et il s'en inquiète parce que, selon lui, dans son Institut impérial des sourds et muets, tous les enfants qu'il a en charge sont issus de l'inceste, et donc la consanguinité, c'est là qu'apparaît cette théorie, aurait des effets néfastes sur la pérennité de l'espèce humaine. Alors, il faut savoir que ce débat sur cette théorie de la consanguinité, elle a donné lieu à un débat très virulent en France. Les médecins vont se diviser en deux camps, les consanguinistes d'un côté, les anticonsanguinistes d'un côté. Donc les consanguinistes, c'est ceux qui pensent que la théorie de la consanguinité est vraie. Les anticonsanguinistes, c'est ceux qui pensent que la théorie de la consanguinité n'est pas valable scientifiquement. Et donc, les consanguinistes vont beaucoup alerter la société française. Ils vont produire de très nombreux ouvrages, où ils vont décrire toutes les tares engendrées par la consanguinité, la surdité, l'albinisme, la crétinité, la stérilité, la monstruosité physique. Ils sont présentés donc comme les conséquences néfastes de la reproduction consanguine sur l'espèce humaine. Et dans cette acception, ils s'inquiètent particulièrement des milieux populaires, puisque les enquêteurs sociaux font émerger l'idée que l'inceste serait commis chez les pauvres. Et donc, à partir de 1860, quand même, et de ces débats sur la consanguinité, on voit émerger une inquiétude des élites qui cherchent à se prémunir un peu des dangers médicaux de l'inceste. Alors, pour autant, cette théorie de la consanguinité en France, elle ne va pas tellement prendre, contrairement à l'espace notamment américain, ou même, je pense à des pays comme la Suisse, qui l'ont inscrit dans leur code pénal, va pas tellement prendre en France parce que en France, elle doit lutter contre une autre théorie qui s'appelle la théorie de la dégénérescence et qui est beaucoup plus populaire au sein des milieux médicaux français. Mais vous verrez, elle touche aussi l'inceste, cette théorie de la dégénérescence. Alors la théorie de la dégénérescence, elle est édictée par Bénédicte Augustin Morel en 1857, qui est hostile donc à la théorie sur la consanguinité. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas le sang qui pose problème, c'est le milieu social dans lequel évolue un individu. Donc, selon Morel, la dégénérescence serait avant tout liée à la misère et aux habitudes et aux mauvaises habitudes de vie telles l'alcoolisme. Et donc, ce serait ça qui serait une source de tare et de danger pour la pérennité de l'espèce humaine. Alors, vous voyez quand même que cette théorie de la dégénérescence, elle permet un peu de faire le lien, même beaucoup de faire le lien avec les écrits qui sont produits depuis à peu près une trentaine d'années en France, enfin une vingtaine d'années en France à cette époque-là, et qui a tendance à dire que l'inceste est commis dans les milieux populaires. Donc, l'idée, c'est de dire que la promiscuité, les habitudes d'alcoolisme font des pauvres et particulièrement des incestueux des dangers pour la pérennité de l'espèce humaine. Et c'est bien la théorie de la dégénérescence de Morel qui gagne, si je dois m'exprimer comme ça, en France autour des années 1860. Alors, ces discours sociaux et ces discours médicaux, ils influencent clairement la pratique des magistrats. Je vais faire un petit détour par eux avant de vous parler du XXe siècle, de ces magistrats, puisque quand même, comment eux approchent-ils l'inceste, comment eux le jugent-ils? Alors on s'aperçoit notamment qu'à partir des années 1850, les discours que je vous ai présentés des enquêteurs sociaux influencent nettement la pratique des magistrats, puisqu'à partir des années 1850, vous le voyez normalement derrière moi, on se met à voir des plans d'habitation des familles incestueuses dans les pièces d'archives. Donc là, vous avez un extrait de plan tiré d'un dossier de procédure de cour d'assises, c'est-à-dire là, c'est le dossier de procédure d'enquête du juge d'instruction, qui a été demandé à un arpenteur d'aller voir le foyer de la famille Munier et de mesurer la distance entre les lits, de voir si le prévenu, donc Munier, vous l'avez, c'est écrit en bas, le lit du prévenu, et le lit des filles Munier était bien dans la même pièce. Pourquoi ? Parce que donc ces discours des enquêteurs sociaux ont une influence sur les magistrats qui vont de plus en plus chercher dans la promiscuité la preuve que l'inceste existe. Cependant, même s'ils font cartographier les habitats populaires comme des marqueurs de l'inceste, comme des marqueurs d'un climat incestueux, vous vous doutez quand même bien que même au XIXe siècle, ça ne sert pas
à condamner quelqu'un en cour d'assises. Donc, en raison de la définition juridique du crime, c'est quand même avant tout vers les médecins légistes que les magistrats du XIXe siècle se tournent pour chercher à prouver l'usage de violences physiques ou pour chercher l'absence de consentement des enfants qui est nécessaire à la qualification de la criminalité incestueuse. Alors, pourquoi les magistrats s'appuient de plus en plus sur les médecins ? Parce que le XIXe siècle est le siècle qui voit émerger le corps médical légal. C'est-à-dire les médecins légistes, c'est un corps qui se constitue au XIXe siècle. Et donc, tout au long du XIXe siècle, les médecins vont se spécialiser dans une expertise médico-légale. Et c'est justement, toujours autour du milieu du XIXe siècle, autour des années 1850-1860, que le premier ouvrage destiné aux professionnels, qui s'appelle « Études médico-légales sur les attentats aux mœurs », c'est donc que vous voyez derrière moi, a été publié. Donc l'ouvrage date de 1857, il est publié par un médecin qui s'appelle Ambroise Tardieu, et donc c'est le premier ouvrage consacré aux expertises de violences sexuelles en France. Et le médecin essaye d'y établir une typologie pratique de la manière dont ses confrères peuvent constater ou non la violence sexuelle. Donc, ils vont s'attacher pour ça, donc désolé pour l'image, il y a des planches qui accompagnent. On va s'attacher à regarder la taille des sexes, la forme des sexes, parce qu'il y a la croyance chez Tardieu que certains sexes ne pourraient pas être violés. Il y a aussi des signes concrets qui sont donnés par le médecin. Par exemple, il dit que la défloration est le signe du viol, au même titre que la maladie vénérienne, la syphilis. Donc, ce manuel d'expertise médico-légale, il va faire beaucoup date. La méthode d'Ambroise Tardieu est suivie par tous les experts et elle est encore suivie au XXe siècle par une partie des experts qui vont s'attacher à établir sur le corps des enfants tous les signes édictés par Ambroise Tardieu. Dans la pratique, cependant, les experts ont rarement, très rarement, l'occasion de relever ces indices dans le cadre de la criminalité incestueuse. Pourquoi ? Parce que la criminalité incestueuse, elle a une particularité, elle n'est jamais spontanément révélée à la justice. Elle fait souvent l'objet de ce qu'on appelle des révélations différées. Jamais un flagrant délit. C'est souvent des affaires qui sont révélées à la justice 3, 4 ans, parfois 10 à 15 ans après les faits. Donc, ce médecin qui est si attendu par les magistrats pour établir une preuve physique de la violence, ce médecin, il n'a pas grand-chose à constater sur le corps des enfants. Et c'est ce qui se passe. La constante, dans tous les dossiers de procédure, vous avez la même conclusion que je vous donne, qui est ici. Donc là, vous avez un rapport d'expertise médico-légale qui date de 1849, et le médecin conclut: l'examen beaucoup trop tardif que je fais des organes sexuels de ces 2 enfants ne devait me fournir aucun document relatif à la perpétration du crime, en supposant même qu'il y ait eu alors contusion et autres blessures. La cicatrisation s'en serait opérée il y a longtemps. Je ne vous ai pas pris cet extrait-là, mais vous avez aussi des médecins qui vont vous dire que l'expertise est impossible à mener. Donc, les lieux du crime, ça suffit quand même pas pour établir l'inceste. La médecine est impuissante pour établir la preuve d'inceste. Donc comment cette justice du XIXe siècle, elle travaille ? Elle travaille majoritairement à travers la preuve testimoniale, les témoignages. Et les témoignages ont une importance énorme. Tous les voisins, tous les membres de la famille sont auditionnés. Je ne vous cache pas qu'ils sont souvent réticents à s'ouvrir des faits auprès de la justice. Et donc, tout le système pénal du XIXe siècle repose finalement sur une parole en particulier, c'est la parole des enfants, qui est très écoutée au XIXe siècle. Ah oui, pardon, j'ai passé trop. Oui, c'est bon, excusez-moi. Non, pas vrai. Donc en fait, il y a la croyance au XIXe siècle, vraiment, qu'un enfant qui connaît la sexualité et qui dénonce des faits de sexualité sur l'un de ses parents ou de la part d'un adulte est un enfant qui dit la vérité et qui donc est la preuve de sa corruption par un adulte. Et ça, c'est valable pour tous les enfants, quel que soit leur âge.
qu'un enfant de 3 ans prononce des mots de la sexualité ou mime des gestes sexuels, ou qu'une adolescente ait des relations avec d'autres jeunes hommes de sa communauté, sont conçus comme autant de preuves de la corruption de ces enfants par une figure parentale. Là, je vous ai montré un... Alors, c'est peut-être l'autre qui est mieux. Oui, l'autre est mieux. Là, vous avez un extrait d'interrogatoire, donc du juge d'instruction du tribunal de Versailles, qui interroge la petite Émilie Dolin, qui est âgée de 3 ans, dans son bureau en 1876. Et ces magistrats se mettent à hauteur d'enfant. Un enfant de 3 ans n'a pas le vocabulaire attendu, en tout cas de la sexualité, vous vous en doutez bien. Et donc, vous voyez qu'il y a des phrases qui sont soulignées. Ces phrases qui sont soulignées, elles ont été soulignées par le procureur. Au moment de la relecture de tout le dossier de procédure et de la mise en accusation, les procureurs vont relire et vont souligner ce qui est important. Vous remarquerez que ce qui est souligné ici, ce sont les mots utilisés par l'enfant justement pour décrire ce qu'elle a vécu. Alors, couchez-vous quelquefois avec votre père? Oui. Y a-t-il longtemps? Non. Votre papa vous a-t-il fait mal? Oui, il a fait bobo à mon tutu. Et là, vous avez des didascalies qui sont rédigées par le greffier à la demande du juge d'instruction. En même temps, l'enfant relève ses jupons et met la main au bas de son ventre, puisque beaucoup d'enfants passent par le mime aussi pour expliquer ce qu'ils ont vécu. Et là, vous voyez, le magistrat va récupérer le mot de l'enfant. En quoi vous a-t-il fait bobo? C'est papa qui a fait bobo à mon tutu. Souffrez-vous du ventre, etc. Donc, ces auditions, elles sont très importantes parce que, justement, on interroge l'enfant seul. Il est interrogé seul dans le cabinet du juge d'instruction, quel que soit son âge. Et on cherche, justement, à travers lui, à lui faire parler de la sexualité, de ce qu'il a subi. Et cette sexualité et ces mots-là sont importants. Je voulais vous lire un autre extrait. C'est un autre extrait qui date à peu près de la même année. En 1876, alors qu'il procède à une confrontation entre Claude Lorrain, accusé de viol sur sa fille Joséphine, qui est âgée de 15 ans, le juge d'instruction s'énerve, le juge d'instruction du tribunal de Melun s'énerve fortement contre Claude Lorrain, suite à des propos crus tenus par sa fille de 15 ans. Qu'est-ce que lui dit le juge d'instruction? Il lui dit « Les révélations du témoin sont certainement bien honteuses, mais la honte retombe sur vous, vous qui avez attenté à la pudeur de votre enfant, vous qui l'avez défloré et vous qui l'avez initié aux débauches les plus repoussantes. » Donc, la protection de l'enfance et de la corruption de ces derniers par des adultes, elle prend d'ailleurs de plus en plus d'importance dans les débats législatifs autour des années 1860. Puisqu'en 1863, l'incrimination d'attentat à la pudeur sans violence est réformée. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 1863, pour la première fois en France, on accepte de reculer sur la notion, entre guillemets, de consentement. C'est-à-dire qu'en 1863, les députés votent une loi qui précise que tous les enfants de plus de 11 ans, de plus de 14 ans ou de plus de 15 ans, tous les enfants qui sont non émancipés sont considérés comme non consentants lorsqu'ils ont été violés par un ascendant. En 1863 est introduite dans le droit français une notion qui n'a pas beaucoup perduré, par ailleurs, qui est la notion de discernement. C'est-à-dire que les députés, en 1863, considèrent, je vous lis l'extrait du député qui est rapporteur de la loi, que s'il est permis de supposer une volonté intelligente et libre chez un enfant âgé de plus de 13 ans, 13 ans étant le seuil pour le viol à cette époque-là, cette volonté libre n'est plus certaine si la sollicitation lui arrive d'un de ses ascendants, c'est-à-dire d'une personne qui exerce sur lui une autorité naturelle. Donc en 1860, en France, on a vraiment un mouvement autour de l'enfance qui fait que la société essaye de plus en plus de protéger les enfants, à la fois législativement et puis à la fois au niveau de sa répression. Je passe maintenant à mon dernier point, qui sera aussi plus court que le précédent. Dernier point que j'ai appelé le fantôme d'inceste, parce que toutes ces évolutions connues au XIXe siècle vont être marquées à partir des années 1875, donc je suis dans mon dernier temps, pardon. À partir de 1875, l'ensemble de ces représentations renouvelées sur l'inceste trouvent dans les faits divers un média privilégié de diffusion auprès de l'opinion publique.
puisque à la fin du 19e siècle, vous avez la presse française est celle qui a le plus gros tirage au monde. Le journal qui tire le plus au monde, c'est le Petit Journal. Il est tiré à plus d'1 million d'exemplaires et c'est une presse qui est illustrée, donc qui est accessible à ceux qui ne savent pas très bien lire encore, ou qui est fait par des petits faits divers. Et ces faits divers, ils ont une fonction importante puisqu'ils ont une fonction moralisatrice. On essaye d'apprendre à ne pas faire. Donc à partir des années 1875, on va avoir quelques faits divers sur l'inceste. En voici un exemple. Et vous verrez que ces faits divers sont tous un peu formés de la même manière. Donc le 10 septembre 1884, le Petit Journal évoque succinctement, là vous êtes dans les pages intérieures du journal, vous n'êtes pas en première page, sous le titre « Un monstre », une affaire de violence incestueuse. Donc il est écrit quoi je ne sais pas si vous pouvez lire le premier paragraphe, je vous le lis. La gendarmerie d'Andruic dans le Pas-de-Calais vient de mettre fin à un horrible scandale. Elle s'est tempérée d'un misérable qui abusait de sa fille depuis que celle-ci avait l'âge de 13 ans et qui l'a rendue 2 fois mère. Pourquoi je vous montre cet extrait ? Déjà parce que le mot inceste n'apparaît qu'une fois et que c'est l'une des particularités. À partir de la fin du 19e siècle, on voit le mot inceste progressivement se voir retiré de l'espace public et notamment de la presse de faits divers. Et on voit généralement la presse préférer des formules de contournement, des périphrases, horrible scandale, crime honteux, crime infâme. Ce sont souvent les formulations que l'on trouve le plus pour parler de l'inceste. Cet extrait, il est aussi intéressant parce qu'on voit que l'autre incestueux, il s'incarne particulièrement dans ce père, qui est un père ouvrier du nord de l'Infrance. Et donc, on peut se dire que la sémantique du misérable, elle s'applique un peu aux 2 statuts de cet homme. Ces faits divers, donc, ils ont une double fonction. Ils leur permettent de désigner un autre incestueux qui occulte en retour les autres acteurs de l'inceste. Et puis la seconde, c'est aussi d'apprendre à la population française qui lit désormais massivement la presse populaire de la fin du siècle à ne pas dire et à ne pas discuter de l'inceste, ce crime dont on ne doit plus prononcer le nom. Pour cette raison, on peut parler, à partir de la fin du XIXe siècle, de l'imposition progressive d'un tabou de l'énonciation. C'est-à-dire qu'avant on trouve le mot, avant cette période on trouve des discussions sur l'inceste, et à partir de la fin du XIXe siècle, on ne trouve plus trace de ce mot dans les débats législatifs. On trouve une presse de faits divers qui va de plus en plus s'attacher à contourner le mot et qui, à partir du début du XXe siècle, ne publie quasiment plus de faits divers sur cette question-là. Donc, à la fin du XIXe siècle, tout ce travail, d'une certaine manière, du XIXe siècle, qui a pensé l'inceste comme contagieux, dangereux pour l'espèce humaine, va se refermer avec l'empreinte du tabou et de l'interdiction d'en parler. Pour continuer rapidement sur le XXe siècle, sans dépasser de mon temps, pour continuer rapidement sur le XXe siècle, je dirais que le XXe siècle est marqué durablement par la manière dont... bien sûr, j'ai oublié une page. Ouais, c'est pas grave. C'était ça. Parce que quand même, que le XXe siècle est marqué durablement par ces changements qui commencent à s'opérer à la fin du XIXe siècle. Je vous donne des exemples. Au moment où sont publiées ces premières histoires de faits divers, à la fin du XIXe siècle, il y a aussi 3 thèses qui sont publiées et qui tendent à établir, j'utilise bien ça au conditionnel, c'est pas moi qui le dis, qui tendent à établir que les enfants seraient par nature mythomanes. La première thèse de médecine, elle est publiée en 1883. On la doit à Claude-Étienne Bourdin et le titre est sans ambiguïté, ça s'appelle « Les enfants menteurs ». L'autre thèse, ça s'appelle « Les faux témoignages des enfants devant la justice ». La troisième thèse, qui est publiée en 1897, ça s'appelle « La mythomanie infantile ». Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'à partir du moment où la parole des enfants était si importante dans des affaires d'inceste où il est difficile de prouver matériellement le crime, ces 3 thèses de médecine vont très durablement influencer le XXe siècle. Dans la première moitié du XXe siècle, on observe que les magistrats changent complètement d'attitude à l'égard des enfants. Déjà, ils ne reçoivent plus les jeunes enfants, alors qu'ils recevaient des enfants âgés de 2 à 3 ans au XIXe siècle. À partir du XXe siècle, ils ne reçoivent plus d'enfants âgés de moins de 6 ans, considérant qu'ils ne sont plus aptes en dessous de cet âge pour les recevoir. Et surtout,
à partir des années 1930, qui est un moment assez important de nouvelles fermetures de l'inceste en France, à partir des années 1930, ils ordonnent désormais des expertises pour que les enfants soient visités par les médecins qui doivent évaluer leur caractère vicieux, pervers et menteur. Les trois côtés. Hein ? Pour illustrer ce revirement, si je retrouve ma page quand même, pour illustrer ce revirement, je voulais notamment, je trouve, ah oui, la page 13, pardon, excusez-moi, c'est le recto verso, je ne gère pas encore très bien. Pour vous montrer ça, je vais retrouver mon extrait, voilà. Voici, dans les années 30, le dossier d'instruction d'une jeune fille, que j'ai appelée Geneviève, donc, 11 ans, qui est violée par son frère de 27 ans. Le procureur de Versailles exige que cette jeune fille soit donc expertisée en termes vicieux, en termes mythomanie, en termes de perversité. Et que conclut l'expert? Et conclusion suivie par le procureur. Geneviève a donc essayé de provoquer au coït son frère de 27 ans. Bien que les renseignements de son institutrice ne lui soient pas défavorables, donc on comprend que les renseignements donnés par les institutrices étaient tout à fait favorables à la jeune fille, bien que les renseignements de son institutrice ne lui soient pas défavorables, Geneviève est quand même représentée dans le dossier comme une enfant vicieuse. Après 1945, on peut dire que ce mouvement, d'une certaine manière, de retournement sur les enfants s'accélère, et particulièrement sur les jeunes filles qui sont victimes d'inceste, avec la diffusion massive auprès des experts psychiatriques des théories oedipiennes de Freud. Après 1945, on voit ces théories inonder, on voit le mot Oedipe en fait, et le mot syndrome inonder toutes les expertises psychiatriques de la justice française. Je vous ai aussi là, j'ai quelques extraits à vous citer, hein. En 1977, une jeune fille qui est enceinte après les multiples viols de son père est présentée par le procureur et le psychiatre comme s'étant, je cite, « laissée subjuguer par les attitudes volontaires de son père ». Une autre expertise présente les violences subies par Anne, 11 ans, comme lui apportant, je cite toujours l'expertise, « réconfort et sécurité ». Les agissements pervers du père sont en réalité marqués d'intérêt pour la victime. Dans les années 1980, ce vocabulaire psychanalytique progresse encore considérablement dans les expertises, où il est constamment mobilisé. Ainsi, en 1982, les viols exercés par Alphonse sur la fille de sa compagne amènent le psychiatre à conclure qu'il existe chez lui une problématique oedipienne mal résolue. Cette fixation affective à l'image maternelle peut se retourner, c'est vrai, selon la dynamique passive-active de la mère à la fille, dans des passages à l'acte incestueux. Et enfin, je termine quand même sur une autre évaluation, hein, celle de la fille de Gilles, qui a été violée pendant 10 ans et qui, au moment de sa plainte, est âgée de 22 ans. Le psychiatre, puis le procureur, concluent que la durée très longue de l'inceste, hein, donc plus de 12 années d'inceste dans cette affaire-là, que dans ces cas d'inceste prolongé, comme d'habitude, à la fois banal et mystérieux, on peut s'interroger sur le personnage de la fille, hein, qui tout de même, à 22 ans, nantie d'un métier et d'une voiture, continue à vivre à la maison. Donc au XXe siècle, on a un véritable retournement et qui est particulièrement lié à l'impact de la médecine. Alors je ne rends pas les médecins coupables de tout, mais en tout cas, la psychiatrisation et la psychologisation très importante qui a été faite de la criminalité incestueuse à partir de la fin du XIXe siècle et surtout à partir des années 1930 a vraiment contribué à mettre dans l'ombre les enfants de la procédure. Et les chiffres de la criminalité sont assez parlants à cet égard. Jusqu'aux années 1880, à peu près 90% des pères qui sont inculpés pour des faits d'inceste, alors ça ne s'appelle pas des faits d'inceste, hein, vous l'aurez bien compris, c'est moi qui appelle ça de l'inceste, viol par autorité, ils sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Et entre 1880 et 1930, donc ce point de bascule dont je vous ai parlé, les peines chutent considérablement. On passe en une vingtaine d'années des travaux forcés à perpétuité à l'emprisonnement de 2 à 5 ans. Et ce qui est particulièrement visible, je vous le rappelle aussi, c'est qu'on est en cour d'assises. Donc qui c'est qui juge en cour d'assises? C'est les jurés populaires.
Et qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle? Il n'y a jamais de circonstances atténuantes. Les jurys répondent tous oui. Au XXe siècle, ils répondent tous oui aussi, mais par contre, ils prononcent des circonstances atténuantes, qui permet de faire chuter considérablement la peine. Et dans les justificatifs que l'on trouve de ces peines, de ces circonstances atténuantes qui sont attribuées de manière majoritaire à partir des années 1930 et qui font considérablement chuter les peines de prison, on trouve le motif que les parents ont été séduits par leurs enfants. C'est pour ça aussi que je vous parle de la psychologisation. Et c'est pour ça aussi que, à mon sens, c'est aussi pour ça que le XXe siècle a beaucoup concentré ses études sur un couple en particulier, qui est le couple père-fille, qui permet un peu d'asseoir ces théories psychanalytiques, la jeune fille désirant son père, et ce qui fait que tout est mobilisé. Et le dernier temps, avant ma conclusion, c'est ça ? Ouais. Alors, ça va durer 2 minutes. Le dernier temps, c'est quand même les années 1970. En 70, vous avez un double moment de tension. Vous avez un moment où à la fois tous les discours que je vous parle sur l'enfance trouvent un paroxysme avec les discours qu'on appelle les discours pédophiliques, tenus par des philosophes comme Scherrer, des écrivains comme Tony Duvert ou comme Gabriel Maznev, qui appellent à l'amour sans entrave avec les enfants. C'est ça qu'on appelle des éducations pédophiliques. Et les années 70, c'est aussi le moment de la réaction féminine à ces discours-là. Et elles sont importantes, ces années 70, parce que ces luttes un peu entre les discours pédophiliques et les discours féministes aboutissent à une réforme importante de la catégorie de viol dans les années 1980, dont je vous ai rapidement parlé. C'est-à-dire que désormais, le viol peut être commis sur un garçon, désormais, le viol peut être commis par une femme également. Et surtout, ces années-là, ces luttes, ce moment de lutte, a ramené les premières affaires d'inceste. C'est-à-dire qu'on a de nouveau des faits divers sur l'inceste qui sont publiés dans les années 70. Et surtout, on a la première victime d'inceste qui prend la parole publiquement, à visage découvert, en 1986. C'est Eva Thomas. Elle prend la parole à visage découvert. Elle n'est pas toute seule. Il y a 2 autres victimes avec elle, visage caché sur le plateau. Mais dans les années 1980, on aurait là, à mon sens, une phase de libération enfin de la parole sur l'inceste, puisque depuis les années 80, les victimes parlent. Depuis les années 80, vous avez des publications d'ouvrages sur l'inceste, et vous avez eu surtout aussi la grande réforme de 1994 du Code pénal. Donc pour conclure, le crime d'inceste, ce que je voulais essayer de vous dire en tout cas, est loin d'être un invariant. Ou alors c'est un invariant, mais qui varie. C'est-à-dire que si l'inceste est bien un interdit, les personnes touchées et les justifications de cet interdit varient quant à elles fortement au fil du temps. En 3 siècles, l'inceste a connu de profonds bouleversements. Au XVIIIe siècle, il est un crime de mœurs, où la violence n'est pas constitutive du crime, un crime de la parenté, qui concerne le couple dans son entier. Au XIXe siècle, il est redéfini comme un viol ou un attentat à la pudeur aggravé par la circonstance d'autorité. On le perçoit alors comme un crime qui est initié par des pères dénaturés et pauvres sur leurs enfants. Et au XXe siècle, cette vision de l'inceste est renversée. On fixe l'inceste sur le couple père-fille. On a une vision de plus en plus étroite et restreinte de cette criminalité incestueuse, pour devenir une relation de couple presque normalisée entre un père et sa fille, et avec des frontières qui se brisent entre la victime et l'agresseur. Donc le père dénaturé du XIXe siècle est devenu l'enfant vicieux et menteur du XXe siècle. Ces violences sont d'ailleurs rarement nommées viols jusqu'aux années 80. Alors, peut-être, je dirais que cette vision étriquée, elle empêche en retour une saisie efficace de ces violences par la justice française, qui est plutôt mal préparée, selon moi, à embrasser la complexité des mécanismes incestueux. La dimension affective du crime déstabilise particulièrement la société et encore davantage l'institution judiciaire, peu armée légalement pour appréhender sa violence, ce qui expliquerait dès lors que l'inceste est normalisé pour être un peu circonscrit à son essence juridique la moins grave, c'est-à-dire une relation ou une atteinte sexuelle commise par un ascendant.
Et je dirais que la médiatisation de l'affaire Doutreau en 1997 et 2000, qui fixe beaucoup sur l'idée de l'enfant menteur, la disparition d'une pensée globale de l'enfance à la fin du XXe siècle, et notamment la disparition globale d'une pensée de la protection de l'enfance à la fin du XXe siècle, et la récente loi du 21 avril 2021 qui crée 7 régimes juridiques distincts de l'inceste, ne m'invite pas, personnellement, forcément à l'optimisme pour le XXe siècle. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Bonsoir. Est-ce que les périodes de guerre, notamment de guerre mondiale, sont des moments de rupture qu'est-ce que ça change dans cette relation à l'inceste et au domaine juridique? Alors oui, tout à fait. C'est des périodes de rupture. Même je pourrais vous dire, on observe la même chose au 19e siècle pour la guerre de 1870. Donc rupture déjà dans le sens, en tout cas, où pendant ces années-là, les tribunaux ne jugent pas d'affaires de violences incestueuses. Donc on n'a pas de traces. Après, ils reprennent leur activité quand les guerres, donc en 1918 ou en 1945, ils reprennent. Et ce qu'on observe, mais ce qui n'est pas valable que pour l'inceste, ce qui est issu de la recherche aussi que mes collègues mènent sur les violences sexuelles, c'est que tout ce qui touche aux violences sexuelles en période post-guerre, généralement, ne sont pas très favorables aux victimes. C'est-à-dire que quand même, il y a notamment après 1918 et 1945, il y a des discours de solidarité masculine dans le sens où les hommes ont été à la guerre, ils ont déjà beaucoup souffert. Et donc, ils sont aussi un peu plus indulgents. Et ce qui est intéressant, intéressant, je ne sais pas, excusez-moi, c'est la chercheuse qui parle, c'est que beaucoup d'anciens combattants, quand ils sont jugés pour des faits de criminalité de ce type-là, invoquent la guerre, même dès 1914-1918, comme étant à l'origine de leur folie criminelle. Donc eux jouent sur la guerre, et aussi il y a une certaine indulgence, je dirais, à l'égard des hommes à ce niveau-là. Alors, on reçoit une question. Alors, il n'y a pas la précision de la personne, mais bonsoir. Et qu'a dit l'Église sur ces viols, ces faits d'inceste pendant ces 3 siècles? C'est une vaste question. Alors, je vais presque répondre que sur... Alors, je vais répondre de 2 manières. L'Église catholique, je parle de l'Église catholique, avant la Révolution française, elle a plus que son mot à dire, puisque c'est le droit canonique qui, en particulier, permet de définir cet inceste-là. Donc, l'Église catholique condamne très fermement l'inceste et essaye vraiment de réprimer ces questions de la parenté. Par contre, elle disparaît complètement au moment de la laïcisation du droit. Moi, je n'ai pas trouvé d'écrit doctrinaire sur l'inceste au XIXe siècle. La seule chose que je peux dire, là où j'ai croisé des hommes de religion, c'est dans les procès. C'est-à-dire que les victimes, souvent, font appel au curé ou au prêtre de leur paroisse avant la justice pour essayer de fuir l'inceste. Et que souvent, ces prêtres et ces curés... disons que leur solution, c'est d'emmener l'enfant loin du foyer. Mais la religion au 19e, 20e siècle, au niveau de l'inceste, je ne l'ai pas beaucoup trouvée, je dois avouer. Voilà. Oui. Bonsoir, très intéressant, merci. Est-ce que vous avez observé au travers de vos lectures des agissements identiques au niveau juridique, surtout au début du XXe siècle, dans d'autres pays européens, c'est-à-dire un effet de la psychologie, psychanalyse, de la même manière? Alors moi, j'ai étudié que la France, donc je vais vous répondre à travers les recherches. C'est surtout à la deuxième moitié du XXe siècle où ces théories se répondent, c'est surtout après 1945. Et justement, les chercheuses canadiennes et américaines ont noté exactement la même chose. Une chercheuse américaine qui a travaillé sur des procès criminels aux États-Unis dans les années 50 et 60, et elle parle même d'effacement des pères. C'est-à-dire, elle considère même que la présence des pères qui sont accusés devient même insignifiante au sein des procès où seules les jeunes filles sont expertisées et où en fait c'est plutôt le passage à l'acte de la jeune fille qui est dénoncé.
J'aurais pas la même chose, j'aurais pas la même lecture en France quand même. C'est pas aussi dichotomique que ça. On dirait que c'est plutôt un facteur d'atténuation. Mais après, je pourrais pas vous dire si en Espagne, en Italie, enfin pour les pays européens proprement dit, j'ai pas trouvé d'études là-dessus, donc je pourrais pas vous répondre. Alors j'ai une autre question d'Isabelle qui dit merci pour votre exposé éclairant. Est-ce qu'il peut y avoir inceste entre un enseignant et un élève puisqu'il s'agit d'une autorité de fait? Alors en fait, il y aura viol par autorité. Ouais, tout simplement. Mais c'est la même loi. C'est la même loi que j'ai présentée. C'est-à-dire que cette loi, elle permet aussi de condamner pour viol des prêtres. Hein. Les prêtres, ils sont condamnés pour des viols aggravés par autorité. Donc, à partir du moment où il n'y a plus le mot inceste, il faut aller voir où est-ce qu'on peut le trouver. Alors justement, Geneviève nous demande d'où vient ce mot inceste. Quelle est son origine? Du latin, incestus, qui n'est pas chaste. Voilà, c'est l'impureté. Alors ça, c'est l'impureté. Voilà, c'est Moyen Âge. Il faut aller lire Didier Lett. Je vous invite à aller lire Didier Lett. Et Didier Lett explique tout ça très bien. Hein. Et ça vient du langage religieux pour le coup. Alors encore, et merci à tous ceux qui nous écrivent. Hein. On reçoit pas mal de SMS. Bonsoir, merci pour cette conférence dont les conclusions sont cependant peu encourageantes. Qu'en est-il aujourd'hui d'un point de vue juridique de l'inceste entre père et fils ou sortant du cadre père-fille? Catherine, à l'île Jourdain. Alors il y a eu un changement en 2021. Alors je ne sais pas si je dois répondre avant 2021 ou après 2021. Avant 2021, c'était encore un viol aggravé par la circonstance d'autorité et d'ascendance. Par contre, ça pouvait être entre un homme et un homme, entre une femme et un homme. Enfin, cette différence-là, les sexes n'ont plus d'importance depuis 1994. Par contre, ce que je peux dire, parce que les travaux des sociologues comme Véronique Le Guaziou notamment, elles ont beaucoup travaillé là-dessus, ou Marie Romero, la plupart du temps, les cas d'inceste ne vont pas en cour d'assises. Ils ne sont pas pénalisés comme des affaires de viol. Ils sont pénalisés comme des affaires d'atteinte sexuelle sur mineurs ou éventuellement d'agression sexuelle. Parce qu'avant 2021, on se pose toujours le fameux problème du consentement, où il appartient quand même à la victime de prouver son absence de consentement. Et même dans les cas d'inceste, elle n'est pas présumée. Donc, avant 2021, on est dans des dispositions législatives qui sont difficiles. Le Monde avait fait un grand article là-dessus. À partir du procès d'Outreau en 1997-2000, le nombre d'affaires pour violences sexuelles et violences incestueuses chute considérablement en cour d'assises. Le procès d'Outreau a fait peur. C'est pour ça que j'ai été un peu pessimiste aussi dans ma conclusion, parce qu'il me semble avoir encore une empreinte, moi, dans notre société. Et depuis 2021, on est en ce moment dans une période de bascule. L'inceste n'est plus que... Avant, l'inceste, c'était une circonstance aggravante par l'autorité. Depuis 2021, le mot a fait sa réapparition dans le code pénal et on nous explique que le viol incestueux est désormais possible lorsqu'il est commis par des frères, des cousins. C'est-à-dire que depuis 2021, le code pénal donne une proximité familiale. Avant, il n'y avait que cette notion d'autorité. C'est pour ça que vous pouviez autant être prêtre, instituteur, que père et être happé par cette notion d'autorité. Là, le mot inceste définit ce qu'on appelle la proximité familiale. Voilà. Et elle crée, après la peine la plus grave pour un viol, c'est 20 ans. Hein, voilà. Et enfin, je pense que ce seront les dernières questions, en tout cas remarques. Là, j'ai plusieurs demandes sur à partir de quel moment voit-on apparaître des décisions de déchéance des droits parentaux dans les tribunaux, donc de Mélanie, du cinéma La Fraternelle à Saint-Claude, et plus ou moins dans le même ordre d'idées, Nadine Doche demande « Le père incestueux perd-il ses droits parentaux après une condamnation ?» Alors merci à toutes les deux pour ces questions, parce que vraiment je voulais en parler et j'ai pas eu le temps. La déchéance de la puissance paternelle, elle est possible en France depuis la loi de 1889,
qui prévoit que, sur décision des magistrats, c'est pas automatique, un parent qui a été condamné pour des faits de violence sur son enfant peut se voir retirer sa puissance paternelle. La puissance paternelle, elle est remplacée en 1970 par l'autorité parentale, mais si vous voulez, le principe est le même. On peut retirer son autorité parentale. Pour le XXe siècle, un quart des pères condamnés pour inceste en cour d'assises se sont vus retirer leur autorité parentale. Et c'est une vraie question à poser. Je sais qu'elle est posée en ce moment par Édouard Durand, qui est à la tête de la commission sur les violences sexuelles et incestueuses, parce qu'il faut savoir que donc ces pères conservent l'intégralité de leur autorité. C'est eux qui vont signer pour le collège, etc. Et ils vont re-rentrer dans le foyer après leur condamnation. Donc c'est en préconisation d'urgence. Ce que je peux vous dire, c'est que la commission sur l'inceste qui siège de 2021 à 2023, qui est présidée par Nathalie Mathieu et Édouard Durand, a fait une préconisation d'urgence là, il n'y a pas longtemps, pour que l'autorité soit retirée à ses parents condamnés de manière automatique. Sachant qu'en plus, une autorité, vous pouvez décider de la retirer totalement, ou vous pouvez aussi décider de la retirer partiellement. Donc il y a des outils quand même qui existent. Mais pour le XXe siècle, le chiffre précis, c'est 22%. Voilà. 22% des pères condamnés se voient retirer leur autorité. Merci infiniment, Fabienne Giuliani. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle Unipop. Bonne soirée.